ce qu'on m'avait transmis comme question pour lancer mon intervention, c'était quel est le rôle des municipalités après la pandémie. Et longtemps, je me suis dit, la réponse courte, c'est rien. C'est quoi le rôle des municipalités? Qu'est-ce qu'ils ont à faire dans l'après-pandémie? Rien. L'obligation, les villes ne sont pas obligées de faire grand-chose de par la loi. Mais on le vient de voir avec Mme la mairesse de Granby, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'obligation que les villes restent pour autant inactives. Il y avait dans le temps, il y a longtemps en France, une publicité pour... ça s'inscrivait après les premiers chocs pétroliers, c'était « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Alors, les municipalités pourraient dire « Les municipalités, on n'a pas de moyens, mais on a des idées. » Parce que les municipalités, c'est ça l'histoire. Hein? Elles n'ont pas de moyens. Elles ont très, très, très peu de moyens. Les municipalités ramassent grosso modo 10% de l'ensemble des services publics. Québec fait grosso modo 50% et le fédéral 40%. Ça n'a pas toujours été comme ça. Hein? Au moment de la Confédération, le palier de gouvernement le plus important, ce n'était pas le fédéral, ce n'était pas Québec, c'était le local, figurez-vous. Et ce n'était pas le municipal, c'était le scolaire. Le scolaire pesait plus que le municipal, puis le municipal et le scolaire pesaient beaucoup plus que Québec ou Ottawa, beaucoup plus. Et ça n'a commencé que très lentement, puis c'était pas rendu partout pareil. Encore, il n'y a pas si longtemps, en 91, c'est ce qu'on avait appelé, dans le monde municipal, la réforme Ryan, de M. Claude Ryan, là, qui était ministre des Affaires municipales. En 91, M. Ryan avait obligé les toutes petites municipalités à se cotiser pour payer les services de la sécurité du Québec que les municipalités recevaient gratuitement jusqu'alors. Et en 91, je me suis fait compter ça, j'en croyais pas mes oreilles, il y avait une municipalité au nord de Maniwaki, Bois-Franc, petite municipalité avec une seule rue, qui était en fait une route à numéro provincial, donc la municipalité ne payait rien pour la route, ni pour le déménagement, ni pour rien. La municipalité n'offrait aucun service. Dans le code, ce que les municipalités sont obligées de faire, c'est fournir des chemins. Alors, la municipalité de Bois-Franc en avait un gratis. Ils ne faisaient rien. Ils avaient, jusqu'en 91, les municipalités, pendant longtemps, ont reçu une part, en transfert, une part de la taxe de vente. La taxe de vente, ça a déjà été municipal. Québec l'avait exproprié et en contrepartie, il avait dit on va ristourner une partie du produit de la taxe de vente. La municipalité de Bois-Franc se débrouillait pour ne pas avoir un seul sou d'impôt local. Ils vivaient correctement avec le petit montant qu'ils recevaient de Québec en transfert. Et ils ne fournissaient rien. Une municipalité, encore aujourd'hui, n'est pas obligée de rien faire, à part les chemins. Mais, quand elles le font, là, il y a une série de normes à respecter. Par exemple, une municipalité n'est pas obligée de fournir l'eau potable. Hein? Il y a beaucoup de gens au Québec qui ont leur propre puits. Hein? Et puis, une municipalité n'est pas tenue de leur offrir. Bon, alors, évidemment, si tu crées un noyau villageois, puis c'est de plus en plus dense, en général, d'ailleurs, c'est pas l'aqueduc qui arrive, c'est l'égout, hein, plutôt que d'avoir des fosses septiques, tout le monde. Mais, alors, tu n'es pas obligé de le faire. Mais à un moment donné, la pression citoyenne dit, ben écoute, franchement, ça n'a pas de sens, ça nous prendrait des égouts, ça nous prendrait l'aqueduc. Bon. Une fois que tu fournis l'eau, là, tu es obligé de respecter un certain nombre de règles. Hein. Mais c'est vrai de tous les services municipaux, presque. Pas tout à fait. Depuis quelques années, les municipalités doivent fournir de façon obligatoire des services qui n'étaient pas prévus. Notamment, c'est depuis, mon Dieu, c'est pas longtemps, hein, ça fait depuis peut-être une dizaine d'années, les municipalités sont obligées d'avoir, depuis l'an 2000, les municipalités sont obligées d'avoir un schéma de couverture de risque.
Hein? Et puis, elles sont obligées de prendre des mesures. Alors, schéma de couverture de risque, ça peut s'ouvrir à beaucoup de choses. Vous savez, quand il faut que tu penses à des inondations possibles, à toutes sortes de problèmes de sécurité civile, les municipalités sont obligées, de façon obligatoire, hein, de s'engager là-dedans, alors qu'elles n'ont pas de moyens. Hein, je me répète un petit peu. Elles n'ont pas de moyens, elles ont des idées, Mme la mairesse l'a démontré, et ça demeure des services qui sont vachement importants. Le British Medical Journal, hein, importante revue britannique, avait demandé, au moment de c'était son 150e anniversaire, je pense, de fondation, avait demandé à ses lecteurs, depuis la fondation de la revue. La fondation de la revue, c'est en 1840. Qu'est-ce qui a été le fait qui a généré, qui a constitué la plus grande avancée dans le domaine de la médecine, hein, depuis 1840? Qu'est-ce qu'il y avait eu depuis 1840? Il y avait eu les vaccins, hein, avec Pasteur et compagnie, c'est pas rien. Il y avait eu la partie gagnée contre la polio, il y avait eu un certain nombre de choses. Qu'est-ce que les lecteurs du British Medical Journal ont choisi? Ils ont choisi les égouts. Ils ont dit c'est ça qui a permis les plus grandes avancées, hein, mais ça bat qu'à trace. Et c'est vrai. Et comme le disait Mme Neveres tantôt, quand vous regardez les services de base que rendent les municipalités, mon Dieu, c'est vachement important. C'est l'eau potable, c'est les égouts, c'est les parcs. En pandémie, hein, elle en a parlé, c'était super important. Comme grand-père, moi, je pourrais vous dire à quel point je bénis les services municipaux d'avoir introduit les jeux d'eau. Vous n'êtes peut-être pas dans les tranches d'âge qui s'intéressaient à ça, mais moi, pour mes enfants, il y avait des pataugeoires puis des piscines. Bon, il n'y avait pas cette merveilleuse chose qui s'appelle les jeux d'eau, hein, de l'eau qui revole un peu partout, qui demande... Ça a plusieurs avantages. Hein. C'est très peu dangereux. Tu peux glisser, tomber, évidemment, te faire mal, ça arrive, mais il n'y a absolument aucun danger de noyade. Hein, il n'y a aucune accumulation d'eau nulle part. Ce que ça veut dire, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir de surveillante. Hein, pour Et puis là, il y a des pénuries de main-d'œuvre. Donc, ça, c'est des... Et en temps de pandémie, mon Dieu, que c'est intéressant. Puis avec les poussées de chaleur, de canicule qu'on peut imaginer. Donc, les municipalités ont des rôles très importants au quotidien. Hein, et puis, ça se voit systématiquement. Les municipalités ont des rôles importants. Et les municipalités ont aussi sont capables d'innover, alors qu'elle le disait encore, Mme la mairesse, des fois beaucoup plus rapidement que les paliers de gouvernement supérieur. Et moi, j'ai constaté à Montréal, souvent les arrondissements patinaient plus vite que la ville centrale. Les arrondissements étaient capables de prendre des décisions plus rapidement, puis étaient capables de prendre des risques que la municipalité centrale n'était pas toujours d'accord. Petit exemple d'un truc qui n'est pas obligatoire, mais qui peut faire la différence. Je me souviens d'une municipalité de Beauce, hein, entre Saint-Georges et la frontière, à Saint-Georges-de-Beauce et la frontière américaine. Une petite municipalité qui, à un moment donné, le DG se met à parler du camp de jour qui était offert aux enfants des résidents. Et là, j'ai confondu l'espace d'un moment. Je pensais que le tarif qu'il me donnait, c'était le tarif par semaine. C'était le tarif pour l'été au complet. Donc, c'est un coût ridicule. C'est la municipalité qui payait pour ça, évidemment. Puis là, il m'a dit, écoutez, monsieur, il dit, puis là, ça fait, il y a longtemps déjà, il dit, notre problème principal, c'est d'avoir de la main-d'œuvre. Fait qu'il dit, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut des jeunes parents qui veulent venir travailler dans nos entreprises. Donc, on fournit on s'organise. Puis là, évidemment, ce qui est génial, c'est que tu t'organises tu t'arranges pour avoir une organisation à but non lucratif. Ce n'est pas la municipalité qui intervient directement. Pourquoi? Parce que la municipalité ne peut pas recevoir de subventions d'Ottawa. C'est interdit. C'est péché mortel. Une façon d'aller chercher l'argent d'Ottawa, un OBNL peut le faire. Donc, tu mets en place ton OBNL, tu l'aides, ils vont chercher leur subvention et ils offrent un camp de jour. Donc. Et l'objectif de ça, c'est d'attirer de la main-d'œuvre pour attirer les entreprises. Donc, les municipalités sont souvent assez astucieuses, merci.
Alors, les municipalités ne sont pas obligées de faire grand-chose, en font beaucoup, par contre, pourraient en faire immensément plus. C'est là-dessus que je vais à peu près terminer. Pourraient en faire beaucoup plus. Et puis là, se pose la question de, par exemple, la ville de New York. La ville de New York, dans le fond, ils font ni plus ni moins que municipalité plus gouvernement provincial. Hein? La municipalité de New York s'occupe des écoles jusqu'à l'université. Hein? Ils ont une université municipale. Hein? Ils s'occupent justement du logement autant comme autant, services de santé. Bon. Et c'est très, très variable aux États-Unis, hein, comme à peu près tout, mais on peut trouver ailleurs sur la planète des municipalités qui en font beaucoup plus que les autres. Au Canada, il y a, en Ontario, les municipalités sont impliquées dans les services sociaux. En Nouvelle-Écosse, ils sont impliqués beaucoup au niveau des écoles. En France, les municipalités s'occupent des murs de l'école primaire, les départements s'occupent des murs du collège, puis la région s'occupe des murs des lycées. Hein? C'est l'Éducation nationale qui décide de ce qui se passe à l'intérieur des murs, mais bon, tout l'aspect matériel, c'est les maires au niveau des écoles. Les maires ne font pas que ça. Les maires s'occupent aussi de la cantine scolaire. Le midi, le repas à l'école, c'est fourni, le repas chaud, fourni par les bons soins de l'école. Dans la plupart des municipalités, bon nombre en tout cas, la même organisation s'occupe à fournir des plats qui vont être livrés par les employés municipaux, l'équivalent de la popote roulante chez nous. Hein. Souvent, en France, c'est les services municipaux qui fournissent ça. Alors, il y a plusieurs avantages à ça, évidemment. C'est que tu rentres chez les gens presque tous les jours. Bonjour, ça va? Vous êtes en forme? Bon, on en parlait encore récemment, hein, d'établir le contact, briser l'isolement des gens. Et là, toutes les possibilités sont possibles. Hein. Ça peut être pas cher, ça peut être bio ou pas, ça peut être carrément gratuit, ça peut être variable selon le revenu des parents. J'avais déjà vu un truc génial. Les enfants passaient à la cafétéria de leur école, puis ils payaient avec une carte à puce. On poinçonnait ce qu'il y avait sur le plateau, l'enfant payait. Alors, ni l'enfant, ni ses copains, ni la caissière ne savent combien a été payé. Ça se passe entre le maire et puis les parents. Ça peut être gratuit, puis ça peut être le plein tarif. Mais c'est pas, autrement dit, c'est pas parce que tu es pauvre, pas parce que tes parents sont pauvres qu'il faut que tout le monde le sache que tu es bon. Alors, vous voyez, et ça, les maires sont à peu près libres de faire ça, mais ça dépend évidemment de quoi? Du budget. Hein? Une municipalité qui est en moyen peut se permettre des largesses de ce type-là. Une autre municipalité va être tout à fait teigneuse et radine à tous égards. Puis ça, c'est partout sur la planète. Les municipalités peuvent faire beaucoup, théoriquement, pourraient faire beaucoup plus si elles en avaient les moyens. Et vous voyez, bon, mais se pose la question donc de la capacité financière. Et la contrepartie de ça, c'est que quand tu es riche et en santé, c'est mieux que d'être pauvre et malade, quand tu es riche et en santé, ben c'est comme pas juste. Hein? Parce qu'il y a des municipalités qui vont se permettre d'avoir des services chromés, tout à fait extraordinaires, et d'autres municipalités qui n'auront pas les moyens. Hein? À la limite, là, si on pousse ce modèle-là loin, c'est les États-Unis d'Amérique. Et aux États-Unis d'Amérique, il y a une vaste diversité de services municipaux, mais ça donne que dans des villes où il y a des majorités de Noirs pauvres, ben c'est pas fameux les services municipaux. Hein? Vraiment, c'est donc laisser beaucoup de marge de manœuvre aux municipales, c'est en même temps laisser la porte ouverte à de graves inégalités. Je termine avec un petit point sur les revenus municipaux. On avait fait un article il y a longtemps sur les contraintes structurelles des finances publiques locales. Et ça montrait que, pour la région de Montréal, sachant un peu ce qu'était la municipalité, il y avait plus d'industrie, plus de commerce, plus de résidences, plus de terres agricoles, peu importe. Alors, selon la catégorie, et puis après ça, selon le niveau de richesse relative des habitants, on se ramassait
avec pratiquement le budget municipal. C'est avec c'était une factorielle, hein, une analyse de différence. Hein, et le modèle nous sortait une municipalité avec une forte proportion agricole. Alors voilà, ça va être son budget, et par les différents postes. Et on arrivait presque pile-poil, hein, à décrire la plupart des municipalités. C'est assez troublant. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les municipalités ont assez peu de marge de manœuvre, dans le fond, par rapport à... Mais... assez peu de marge de manœuvre, c'est d'autant plus intéressant de voir qu'il y a du monde qui sont capables de faire, avec une partition très restrictive, ils sont capables de faire une musique vachement intéressante. Hein. Si tu es capable d'interpréter, hein, un truc avec plein de contraintes, si tu es capable de l'interpréter avec intelligence, tu es capable de faire des choses chouettes. Je termine sur le cas de Granby. Madame la mairesse, je vous rappelle à vos devoirs, vous avez hérité d'une municipalité assez particulière. Pas vous avez hérité, mais vous avez été élu à la tête d'une municipalité un peu particulière, qui a eu pendant longtemps un maire, je ne sais plus son nom, qui se faisait le grand défenseur de la veuve, de l'orphelin, surtout qui voulait diminuer le plus possible le taux d'imposition. Alors, plutôt que d'avoir un taux d'imposition élevé, il s'est mis à inventer une série d'impôts forfaitaires. Alors, c'est tant à la porte pour l'eau potable, tant à la porte pour les eaux usées, tant à la porte par ménage pour les déchets, hein, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça fait concrètement, ça? Mais de façon systématique. Vous l'avez dit tantôt, vous n'êtes pas insensible à ça. Ce que ça fait en sorte, c'est que les ménages, ceux dont la maison vaut moins que la moyenne, tout le monde paye le même prix. Si ta maison vaut moins que la moyenne, ça veut dire que tu payes trop. Hein? Si c'était totalement en taux d'imposition, ces gens-là, dont la maison vaut moins que la moyenne, paieraient beaucoup moins que maintenant. Et c'est une proportion non négligeable du budget de fonctionnement de Granby qui fonctionne là-dessus. Et puis, on pourrait se lancer aussi, quand je disais, les municipalités n'ont pas de moyens, beaucoup d'idées, n'ont pas de moyens parce que beaucoup, c'est l'impôt foncier, hein, qui est leur principale source de financement. Et l'impôt foncier, une des principales caractéristiques, c'est que c'est un impôt qui est très, très, très visible. Hein. Comme Montréalais, là, on propose de faire 2 chèques par année. C'est des Moses de gros chèques. Ça n'arrive jamais, ça, dans la vie, ça, de faire des chèques aussi gros que pour payer l'impôt municipal. Est-ce qu'on paye beaucoup d'impôts municipaux par rapport à ce qu'on paye à Québec et à Ottawa? Non! Non, pas du tout, pas du tout. On paye immensément plus, pour ceux qui travaillent, à Québec et à Ottawa, mais c'est au fil des payes. Hein? Puis c'est l'impôt sur la consommation. On ne le voit pas, on ne s'en rend pas compte. Mais on en paye beaucoup plus que pour les municipalités. Alors, les municipalités ne reçoivent pas tant d'argent que ça, mais ça paraît, évidemment, très lourdement, directement, dans le portefeuille des citoyens. Pas de moyens à cause de l'impôt foncier, mais beaucoup d'idées. Est-ce que ça serait une solution d'enlever l'impôt foncier? J'avais préparé, au début, je voulais un peu d'images. Et je m'étais trouvé, parce que je m'étais dit, bon, trouver c'est quoi le rôle des municipalités, on va essayer de voir ce que l'histoire nous raconte. Alors, j'ai ressorti mon vieux programme du FRAP. Hein? Puis, par la même occasion, j'ai sorti mon vieux programme du RCM. Alors, le FRAP, il me reste combien de temps, madame? Peut-être une petite minute. Le FRAP, c'est un parti politique créé de toutes pièces en 1970. Avril 70, c'est la première élection où il y a le Parti québécois qui se présente. Il se ramasse avec 7 députés, 24% des voix. Arrive au pouvoir de Robert Bourassa, fin de l'Union nationale. Novembre 70 ou octobre, c'est la crise d'octobre. Et c'est le moment des élections municipales où il y a le FRAP. Et le maire Drapeau, avec son habileté, dit le FRAP, c'est le front du FLQ. Alors ça, évidemment, il y a bien du monde qui l'ont pris dur et qui ont refusé d'appuyer le FRAP. Mais en dépit de ça, le FRAP, dans le quartier ici, en fait, plus vers un peu plus haut, là, moi, c'est mon district Saint-Jacques à l'époque, hein,
centré sur l'église Saint-Jacques, le FRAP avait fait quand même 25-30% des voix. Hein. Je me souviens, j'avais 16 ans, j'avais pas le droit de vote. Mais bon, j'étais dans des groupes populaires de mon quartier, puis bon, il y avait un des candidats de Saint-Jacques qui était en prison au moment de l'élection. Il y avait un autre candidat, un médecin. L'autre, c'était dans Saint-Louis, le district juste à côté, l'imprimeur qui était en prison. Le FRAP, alors, je suis allé voir qu'est-ce qu'ils avaient, et ils parlent de quoi, devinez donc? Ils parlent de, bon, un peu des services municipaux dont on a parlé tantôt, mais ils ont un chapitre sur la santé. Et c'est pas innocent. La santé, l'assurance maladie, ça date de 1970, de l'automne 1970. Au moment de l'enlèvement de la porte, les médecins étaient en grève pour essayer de contrer l'arrivée de la castonguette, l'arrivée de l'assurance maladie. Alors, les médecins avaient fait grève. Bon, ça donnait bien, c'était la saison de la chasse aussi. Ça leur permettait d'aller à la chasse. Puis, bon, finalement, ça a passé quand même. Mais alors, le FRAP, ce qu'ils proposent là-dedans, ils disent, il y avait, vous ne savez sans doute pas, à la Ville de Montréal, il y avait le service de santé de la Ville de Montréal. Et il propose donc de développer le service de santé. Il y avait des infirmières visiteuses. Hein, c'est avant les CLSC. Hein, il y avait la clinique de Pointe-Saint-Charles, mais il n'y avait pas. Alors, le FRAP propose de travailler sur la santé, propose de travailler sur le logement. Le FRAP propose de commencer la municipalisation graduelle du sol urbain. Promesse qu'on retrouve dans le document du RCM. Alors, ils disent à chaque fois, oui, ça c'est une bonne idée, mais on n'a pas les moyens. Fait qu'on va demander au palier de gouvernement supérieur de nous aider là-dessus. Puis bon. Bref, je termine. L'enseignement de l'histoire nous montre que les municipalités patinent, les équipes municipales patinent depuis déjà plusieurs années à ne pas avoir grands moyens. Si on remonte juste au moment du FRAP, c'est qui? C'est Jean Drapeau. Jean Drapeau est à la tête de la Ville de Montréal, donc pendant une bonne période de temps, hein, autour des années 60, 50, 60, 70. Et lui, il avait des idées et il prenait les moyens. Alors, qu'est-ce qu'il avait pris comme moyen, notamment? Il s'était mis en congé de cotisation patronale pour les caisses de retraite de ses employés. C'est formidable, ça. Il avait décidé qu'il ne payait plus, qu'il ne cotisait plus. Et avec ça, il a pu dégager des sous pour le métro, les Olympiques, et ainsi de suite. Et puis, c'est pas des farces, hein. Le gouvernement apprenait quasiment dans les journaux qu'il y aurait un métro. Et puis, le maire Drapeau en imposait, mais évidemment en tournant un peu les coins ronds. Couture, premier candidat à la mairie pour le RCM. Jean Doré, qui s'était présenté à la mairie après. Et Mme Cousineau, qui a été finalement indirectement ma patronne pendant un petit moment. J'étais prof à l'INRS, mais on avait des ententes particulières avec le RCM à l'époque. Bon, j'étais un peu long.